Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du SkyEco au Salon international de l'aéronautique et du spatial, 54e édition au Bourget. Et encore une fois, le territoire de Saint-Quentin en Yvelines sera très bien représenté à travers ces grands groupes, ces PME, ces startups ou encore ces centres de recherche, tous engagés dans l'aéronautique civile, le spatial ou encore la défense. Et nous parlerons tout d'abord de la décarbonation de l'avion ou comment l'aéronautique tente de réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers des innovations. Nous évoquerons ensuite les activités autour du spatial à travers des entreprises, des startups et des centres de recherche engagés dans la conception et la fabrication de satellites. Puis nous terminerons avec le secteur de la défense avec des technologies développées sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines et qui sont implantées ensuite sur l'avion de combat de l'armée de l'air française, le Rafale. C'est au programme de ce numéro spécial du SkyEco au Salon du Bourget. Tendre vers un avion de plus en plus décarboné, c'est au cœur de ce salon du Bourget 2023 et l'équipementier aéronautique Safran a présenté dans ce cadre-là son programme RISE. L'objectif du programme RISE est de produire un nouveau moteur technologique qui émet de moins en moins de gaz à effet de serre. Les détails de ce programme avec Pierre Cotenceau, directeur technique adjoint chez Safran Aircraft Engine. Pierre Cotenceau, je suis le directeur technique adjoint de Safran Aircraft Engine, en charge des moteurs pour avions de ligne. Le programme RISE, c'est un programme de démonstration technologique pour concevoir les moteurs d'avions de ligne du futur. On voit derrière moi une maquette de cet Open Fan, de ce démonstrateur RISE. C'est une maquette à l'échelle 1,5. La taille réelle de l'hélice sera environ 4 mètres de diamètre et l'hélice est constituée de deux ensembles, une hélice qui tourne devant et une hélice fixe derrière. Le principe, c'est pour réduire la consommation de carburant, on a intérêt à brasser le plus d'air possible dans le moteur et donc c'est pour ça qu'on fait une hélice beaucoup plus grande que les moteurs d'aujourd'hui. Notre objectif, c'est de faire 20% de consommation en moins par rapport à nos meilleurs moteurs d'aujourd'hui, les LEAP, qui eux-mêmes avaient réduit la consommation de 15% par rapport à la génération précédente. Ce moteur permettra de réduire la consommation en carburant en augmentant le débit d'air dans le moteur. Les lois de la physique nous disent que c'est plus efficace pour propulser un avion. Le bureau d'études de Safran Aircraft Engine qui conçoit ce moteur, il est principalement localisé à Villaroche, près de Melun. Mais on reçoit également le support de nombreux établissements de Safran, notamment celui de Safran Tech à Magny-les-Hameaux, qui inclut notamment des ingénieurs spécialisés en aérodynamique, en matériaux, qui viennent soutenir les équipes de Safran Aircraft Engine localisées à Villaroche. À l'engineering, on recrute des ingénieurs, des techniciens pour concevoir les moteurs de demain, les moteurs qui permettront de réaliser les objectifs de transport aérien moins carbonés à l'horizon 2050. Et derrière moi, un moteur LEAP développé par Safran Aircraft Engine et ces moteurs fonctionnent avec bien évidemment du carburant et Safran travaille actuellement pour développer des biocarburants appelés aussi carburants aériens durables. C'est le travail notamment
de plusieurs experts sur le site de Safrantech à Manille-les-Hameaux, nous avons rencontré Nicolas Geland, expert carburant. Regardez. Nous sommes sur le site Safrantech à Manille-les-Hameaux avec Nicolas Geland, expert carburant au sein de la direction R&T de Safrantech. Bonjour. Bonjour. Alors, un premier mot, déjà, savoir quel est l'impact aujourd'hui qu'a le kérosène, c'est le carburant utilisé pour faire voler les avions, sur la pollution engendrée par l'aéronautique. Alors actuellement, le transport aérien représente à peu près entre 2,5 et 3% des émissions de CO2 au niveau mondial. Ce qui peut paraître assez faible, ce qui met à peu près au même niveau que le maritime par exemple. Ce sont des chiffres qui sont par contre en constante croissance étant donné la croissance du trafic aérien. Et de plus, il faut quand même rappeler également que l'aviation a un impact via ses émissions de CO2, mais également via les émissions à haute altitude, les fameuses traînées de condensation qu'on voit par temps clair, que certains trouvent très poétiques, mais qui malgré tout participent au réchauffement climatique. Et donc il faut ajouter cet effet aux émissions de CO2. Donc souvent on estime que au global, la contribution de l'aérien au réchauffement climatique doit être aux alentours de 4 à 5%. Mais ça, c'est des choses qui restent encore à valider. Alors dans l'automobile, on parle de véhicules électriques, véhicules hybrides, mais aussi de biocarburants. Et c'est la voie que vous avez choisie dans l'aéronautique. Le biocarburant pourrait être une solution du coup pour rendre l'avion plus vert. Où est-ce qu'en sont vos travaux sur le biocarburant? Alors c'est beaucoup plus que pourrait. C'est forcément, ce sera nécessairement un pilier important pour la décarbonation de l'aérien. Tout simplement parce que des solutions qui sont appliquées pour le transport terrestre ne peuvent pas être appliquées à l'aéronautique civile, principalement pour des raisons de poids. Par exemple, un avion électrique, par exemple, on n'arrivera pas à faire la mission et à emmener suffisamment de passagers avec l'état actuel des batteries. De même, les aéronefs hydrogène sont dans des phases préliminaires de développement et même si on a des ambitions importantes pour ces aéronefs, ils arriveront un peu plus tard dans le temps. Et donc, de toute façon, ces carburants durables, ils vont être nécessaires pour l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone de l'aviation. Déjà pour décarboner les flottes existantes, tous les aéronefs que l'on vend actuellement seront encore en circulation dans une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que dans les années 45-50, on aura encore ces aéronefs qui seront là. Et puis également de toute façon parce que pour les aéronefs long courrier, c'est la seule solution qui permette actuellement de décarboner, même à long terme, ces vols longue distance. Alors on parle de biocarburant, en anglais c'est le SAF. SAF, pour le franciser, c'est carburant aérien durable. De quoi il est composé aujourd'hui? Il reste du kérosène quand même. Ah oui, tout à fait. Alors, les termes sont importants. Carburant, aviation, durable. Donc déjà, c'est de carburant aviation. Donc c'est quelque chose qui doit être compatible avec les aéronefs existants. C'est quelque chose qui peut être mélangé avec les carburants actuels à différentes teneurs, et ceci pour l'instant jusqu'à 50%. Et puis il y a cette notion de durable. Vous avez remarqué, on ne parle pas de biocarburant, on parle de carburant durable. C'est-à-dire que la matière première qui est utilisée ne compte pas. Le tout, c'est que l'ensemble du carburant soit produit de façon durable, c'est-à-dire prouve un impact positif sur le réchauffement climatique. Alors actuellement, on a 7 filières qui sont d'ores et déjà qualifiées, c'est-à-dire que vous pouvez monter actuellement dans n'importe quel aéronef, n'importe où dans le monde, dans n'importe quel aéroport, et avoir dans les réservoirs de l'aéronef jusqu'à 50% de carburant, fait à partir d'huile végétale usagée, fait à partir de déchets de bois, fait à partir de déchets, voire même d'ordures ménagères, ou voire même pour des solutions un peu plus avancées, à partir de CO2 et d'hydrogène. Un peu de pédagogie, le carburant c'est fait pour faire fonctionner ce genre de matériel, le moteur de l'avion. Alors c'est une grosse différence qu'il y a entre l'aviation et le transport terrestre, c'est que dans le transport terrestre, le carburant sert uniquement à faire tourner le moteur. Dans un avion, le carburant c'est la boîte à outils de l'avionneur, c'est-à-dire qu'il sert bien entendu à faire tourner le moteur, et là vous avez un exemple, le moteur LEAP qui équipe une gamme importante des aéronefs courts et moyens courriers au niveau mondial, mais il sert également à réchauffer la cabine, il sert à refroidir l'huile, il sert à équilibrer l'avion, il sert à des tas de choses, et donc on lui fait subir vraiment beaucoup plus de contraintes qu'un carburant pour le transport terrestre, d'où la difficulté supplémentaire, bien entendu, de développer des carburants pour l'aérien. Pour être vraiment concret, au niveau des étapes du développement de ce biocarburant, vous avez noué un partenariat en 2021 avec un groupe pétrolier français, Total. Le premier vol 100% carburant qui a été effectué, c'est un hélicoptère de Safran, équipé d'un moteur Safran. C'était en début 2022. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, là, en 2023, et pour le Bourget, justement, en 2023 ? Alors en fait, on va dire qu'on a deux grandes voies de travail pour le développement des carburants durables. Le premier,
c'est la compatibilité technique. C'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire lever les verrous d'incorporation et atteindre des possibilités d'incorporation jusqu'à 100%. Donc s'affranchir totalement du besoin de carburant fossile. Donc ça, c'est typiquement les travaux que l'on mène avec notre partenaire Total Energy, d'essayer de trouver quel type de formulation de carburant pourrait nous permettre d'avoir une compatibilité avec ces aéronefs, quelle technologie il faut mettre derrière pour que ça fonctionne, parce que bien entendu, il ne s'agit pas uniquement de décarboner, il faut aussi que ce soit totalement sûr pour le passager. Il n'est pas question de dégrader la sûreté des vols. La deuxième voie qui est très importante, c'est la montée en puissance de la production. Actuellement, on a largement moins de 1% des carburants aéronautiques au niveau mondial qui sont des carburants durables. On a des objectifs de substitution quasiment intégrale à un horizon 2050. Ce qui veut dire qu'on est actuellement à, on va dire, 3 ou 4 millions de tonnes au niveau mondial. Il faut arriver à 400 millions de tonnes en 2050. Donc on a un besoin de développement industriel de la filière qui est fondamental. Et là aussi, on travaille avec un certain nombre de partenaires, dont Total Energy, pour aider au déploiement de ces filières-là au niveau français, européen et international. Et ce développement, ça se passe ici à Safrantech, à Manille-les-Hameaux. Combien de personnes sur ce site travaillent au quotidien sur le développement des biocarburants ? Alors, ce qui est assez intéressant avec ces carburants, c'est que c'est comme la prose de M. Jourdain. Finalement, quasiment tout le monde travaille sur les carburants, parfois sans le savoir. Des personnes qui vont faire de la combustion, ils vont travailler sur les propriétés de combustion des carburants. Des personnes qui vont faire l'architecture moteur, ils vont travailler sur les systèmes de refroidissement, donc sur le carburant. Au final, des gens qui vont être dédiés au développement de ces carburants durables, on va dire que c'est une équipe assez restreinte, on va dire d'une quinzaine de personnes en tout sur l'ensemble des groupes. Par contre, voilà, si on regarde tous ceux qui travaillent de près ou de loin sur la technique, finalement, quasiment tous ceux qui sont dans le développement de ces architectures, y travaillent. Point important également, il faut rappeler que Safran fait des moteurs, mais Safran fait également toute l'architecture du circuit carburant, du réservoir jusqu'au moteur, et notamment sur le site de Plaisir, vous avez des experts qui travaillent en permanence sur les pompes, les circuits carburants, les joints, etc., et qui eux aussi sont en première ligne pour le développement de ces carburants. Merci Nicolas Chenant. Je vous en prie. Expert carburant au sein de la direction R&T de Safrantech. La décarbonation de l'avion passe aussi par ces trains d'atterrissage, élément le plus lourd dans un avion. Plusieurs innovations sont déjà développées par Safran Landing System, notamment le changement de matériaux sur les disques de frein, l'utilisation de carbone à la place d'acier ou encore par l'électrification des trains d'atterrissage. Écoutez ces deux ingénieurs du site Safran Landing System de Vélizy-Villacoublay. Je suis Cassandra Brilly, je suis ingénieure bureau d'études de roues et freins chez Safran Landing System. Devant moi, on a la roue de l'A320 et on a le frein de l'A320. Donc il faut savoir que ce frein-là de l'A320 va venir s'imbriquer dans la roue. On a les différentes encoches qui vont venir se glisser dans les différents trous qu'on voit ici. On a ici un empilement de disques. À un moment donné, le pilote va vouloir freiner, donc il va appuyer sur la pédale. On a les différents pistons qu'on voit ici qui vont venir se rapprocher du premier disque. L'ensemble va venir se serrer et on va venir frotter les différents disques entre eux et puis l'avion va freiner. Ce qui est innovant dans ce système-là, c'est les disques qui sont en carbone. Historiquement, on avait des freins qui étaient en acier sur les avions. Un des gains majeurs de ce frein qui est en carbone, c'est le gain de masse. Parce qu'il faut savoir qu'un frein en carbone comparé à un frein en acier, on est sur un gain de masse pour un court courrier d'environ 330 kg. Si on prend en considération que sur la vie d'un avion, 1 kg de masse économisée, c'est 10 tonnes d'émissions de CO2 en moins. Si on fait un petit calcul, ça nous permet d'économiser sur la vie d'un avion environ 3000 tonnes d'émissions de CO2. L'avantage du frein carbone ne se limite pas à son gain de masse, on a d'autres avantages, et parmi ces autres avantages, on a notamment le fait qu'on peut réutiliser nos freins quand ils sont usés. C'est-à-dire que nos disques ne vont pas être suffisamment épais pour garantir un freinage, donc dans ces cas-là, on retire le frein, Safran récupère le frein, et on va venir les régénérer, c'est-à-dire qu'on va venir donner une deuxième vie à nos disques, et après, on va les remettre sur avion. Donc ça leur fait une deuxième vie. Et ça, on peut aussi le faire une troisième fois. Ce qui fait qu'on a une économie circulaire de nos freins et qu'on économise aussi nos ressources. Bruno Clerc, Safran Landing System Vélizy, responsable du département essai de la division système et équipement.
Nous sommes au sein d'Excel Lab, le laboratoire dernière génération de Safran Landing System permettant de tester et qualifier les équipements et systèmes produits par la division. Par exemple, on va tester tous les équipements de distribution hydraulique qui contribuent à l'extension-rétraction des trains, mais également les systèmes qui permettent de gérer le freinage des avions ou la rotation de la roue. Le banc d'essai que nous avons ici, c'est un banc d'intégration système qui nous permet de valider l'intégration des derniers systèmes, en particulier notre système EHA, électro-hydrostatique, qui est un système plus électrique, qui permet de gérer uniquement localement l'hydraulique et de n'utiliser que l'énergie électrique de l'avion. Ce qu'on voit, c'est un train classique d'A320 qui aura les équipements hydrauliques à la fois de rotation, d'ouverture de trappe, fermeture de trappe et d'extension-rétraction, et auquel on gère localement en fait, la puissance hydraulique par une motopompe et un petit réservoir d'huile. Tout ça est alimenté uniquement via l'électricité de l'avion, géré par notre calculateur, qui vient de s'alimenter au juste besoin quand on a besoin d'effectuer l'atterrissage ou de fermer les trappes et de rentrer le train au décollage. On a plusieurs types de gains. On a un premier gain en masse, c'est-à-dire qu'en fait, l'avionneur au sein de l'avion n'a pas besoin d'avoir tout un tuyauterie hydraulique qui vient alimenter le devant de l'avion. Le second gain, c'est qu'on est alimenté uniquement par électricité et on ne vient pas puiser sur la partie de l'avion. Ce qui peut se passer au sol par rapport à son électrification, c'est on peut imaginer ce qu'on appelle le e-taxi ou roulage électrique, avec l'intégration d'un moteur électrique dans la roue avant ou également dans les atterrisseurs arrière, qui permettent à l'avion d'être autonome sur son roulage, de ne plus utiliser la puissance des moteurs lorsqu'il est au sol et d'utiliser ce petit moteur électrique intégré dans les roues. Les défis de demain, c'est là où on a un système hybride, électro-hydrostatique. Le défi de demain, c'est d'être sur un système purement électrique, où là, on n'aura plus d'hydraulique, mais simplement des actionneurs électriques. Dans quelques semaines, le banc que vous voyez derrière moi sera transformé. On va tester sur une plateforme d'avion d'affaires un système complètement électrique. Et nous allons maintenant parler d'ingénierie industrielle avec notamment le groupe Ségula Technologies qui est engagé dans l'aéronautique, notamment, pas que. Et pour parler de Ségula Technologies qui est présent bien évidemment à Saint-Quentin-en-Yvelines sur son site à Atrape, nous allons parler de sa marque de design industriel Technicon avec Frédéric Loisel. Bonjour. Bonjour. Responsable commerce et marketing de cette filiale. Alors déjà un mot sur cette filiale, qu'est-ce que c'est? Alors c'est la marque du design industriel du groupe Ségula. Donc on est 350-400 dans le monde. En France, on est à peu près, on attrape 35 salariés, on fait travailler à peu près 60 personnes par mois. Et on intervient depuis l'idéation, ce qu'on appelle le design thinking, jusqu'à la quality design, donc la convergence type technique et la qualité perçue sur des projets industriels. Alors, on sait que le design c'est très important dans l'industrie, on peut imaginer notamment pour l'automobile, ça permet d'attirer de nouveaux clients, des acheteurs d'automobiles. Qu'est-ce qu'il en est du design dans l'aéronautique? Parce que finalement, les gens n'achètent pas un avion, ils prennent l'avion et ils ne s'intéressent pas forcément à l'extérieur de l'avion. Exactement. La particularité de l'aéronautique, un petit peu comme dans le rail, c'est que le client final, ce n'est pas l'acheteur des produits. Donc on intervient par contre dans des produits industriels et toute notre force et la valeur ajoutée, c'est de veiller à ce que l'usager soit au centre du débat, toujours de A à Z, du début du projet jusqu'à la fin, et qu'on n'oublie jamais l'usager final dans un développement de produit. Alors concrètement, à Trappes, vous m'avez dit il y a 35 ingénieurs qui travaillent au quotidien sur le site de Trappes, sur le design. En quoi consiste l'activité? Alors des designers industriels, donc l'idéation, le design thinking, donc c'est de la recherche, du user experience, du sketch, donc tout ce qui est dessin, tout ce qui est couleur et matière, tout ce qui est modélisation 3D rapide, des usages marketing aussi, on fait des clips, des configurateurs, des aides à la vente. Et après il y a toute une grande partie qu'on appelle quality design, qui est la convergence type technique. C'est comment travailler des ingénieurs, mais aussi avec le produit, le marketing, les fournisseurs, pour arriver à terme sur un produit dans la rue ou dans les airs aujourd'hui. On le voit peut-être derrière moi, mais vous pensez notamment le design, par exemple, des sièges qu'il y a dans l'avion. Exactement. On a un grand client, un grand partenaire dans l'aéronautique qui est Safran. Et on travaille aujourd'hui dans la convergence technique. Donc on développe des sièges pour eux, à leur côté, des sièges business ou des sièges éco. Et pour accompagner en fait les bureaux d'études dans le développement des produits, tout en gardant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'usager au centre du débat. Donc on fait des sièges. L'outil que vous utilisez aujourd'hui,
qui est de plus en plus utilisé dans l'industrie dite 4.0, comme on dit, c'est la réalité virtuelle. On voit qu'il y a un casque devant moi de réalité virtuelle. Tout à fait. Alors, comment vous l'utilisez, la réalité virtuelle? Alors vous allez pouvoir le tester dans quelques minutes. C'est un outil de travail aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en effet, les usages autour de la réalité virtuelle sont multiples. Ça peut être de l'aide à la vente, ça peut être de la formation, du manufacturing ou à usage marketing. Aujourd'hui, on présente une expérience d'outils que l'on utilise au quotidien en revue de design, en revue de qualité perçue, pour aider en fait tous les acteurs d'un projet à converger ensemble. Donc les ingénieurs, le produit, le marketing, les fournisseurs, autour de la maquette numérique. Donc là, c'est avoir une perception humaine pour avoir un vrai ressenti de la perception de ce qu'on appelle la qualité perçue finale d'un produit et pouvoir juger et arbitrer ce qui est important, ce qui n'est pas important, les points durs et là où il faut mettre du temps et donc de l'argent. Et on a toujours sans cesse à cœur de compresser les temps de développement. Donc cet outil nous sert au quotidien pour communiquer en interne, projet, mais aussi pour prendre les bonnes décisions et aider à prendre les bonnes décisions. Vous m'avez proposé de le tester. On va voir le ressenti, puis vous allez nous expliquer en même temps le fonctionnement. Très bien. C'est parti? C'est parti. Bon, ben me voilà dans l'avion à travers cette expérience de réalité virtuelle. Frédéric, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste l'exercice ici? Alors, c'est un outil de travail, donc c'est ce qu'on utilise quotidiennement lors de ce qu'on appelle les revues de design et aussi les revues de qualité perçue pour fédérer toutes les équipes d'un projet. Donc les ingénieurs, le produit, le marketing, les sous-traitants, autour de la maquette numérique. Là, l'idée, c'est de passer le moins de temps possible en préparation de données 3D et d'être en fait plug and play ou drag and drop de la maquette 3D, on va dire Katia pour ne pas la nommer par exemple, directement dans cet outil qui nous sert, c'est un moteur de rendu temps réel, qui nous sert à avoir une sortie casque, une sortie en réalité virtuelle. Donc c'est une revue. On va faire ce qu'on appelle par exemple des assessments, donc d'une cotation en virtuel. On va poser des pastilles virtuelles sur le modèle 3D et annoter, faire des remarques pour pouvoir faire des préconisations et qui après par la suite vont être prises par les différents acteurs du projet, donc par exemple des ingénieurs ou des ergonomes pour régler des problèmes. Là, le principe, ça va être d'aller chercher certains pictogrammes pour aller tester certaines manipulations du siège, c'est ça? Exactement. On parle d'usager au centre du débat, donc il y a de l'usage. Et donc il y a un cycle de vie, il y a des expériences, il y a des manipulations à faire. Là, par exemple, je peux aller fermer la porte, par exemple, Exactement. Via ce pictogramme-là. Voilà. Donc en fermant la porte, on va se rendre compte si on est vraiment, là c'est un siège business, vraiment isolé du reste de l'avion ou pas. Si il y a des fuites de lumière par exemple qui peuvent limiter l'ambiance, la qualité de l'ambiance lumineuse. Oui, parce que là je vois, il y a le côté privé, le côté... Alors là justement, on vient d'illuminer disons la fenêtre et là on peut l'assombrir pour être calme quoi. Et on teste ce cas d'usage quoi. Voilà, il faut tout tester, tout anticiper très très tôt dans le projet, le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on passe très très rapidement de la 2D sur les sketchs à de la 3D. Et qui nous permettent en fait de simuler très très vite et avec surtout une perception humaine. Donc des angles de vue humains, des hauteurs, de l'ergonomie et donc lever des gros problèmes qui seraient très très coûteux à modifier beaucoup plus tard dans le projet. Pour l'expérience pour le salon, on a trouvé opportun de démontrer en fait que l'immersif, en fait notre cerveau est très très malléable et on peut l'amener sur des histoires ou des expériences de façon très très réaliste. Et donc, si vous voulez, on va se lever, ouvrir la porte et voir quelle réaction vous allez avoir face au vide. La perception du vide, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est pas juste ? Enfin, moi j'y allais petit pas. Hein. Voilà. C'est pas évident. Ça démontre en fait que tout ce que l'on vit en réalité virtuelle, même en mode projet, où on ne met pas l'accent sur le rendu, c'est pas le but, permet d'avoir une perception humaine qui est très 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 fidèle à ce qu'il va y avoir quelques années après quand le produit sera réalisé, produit, vendu et ici dans les airs. Bien, merci beaucoup Frédéric Loisel. Avec plaisir, je vous en prie. Voilà, je rappelle que vous êtes le responsable commercial et marketing pour la marque design industriel de Segula Technologies, Technicon. L'édition 2023 du Salon international de l'aéronautique et du spatial restera dans les mémoires de Saint-Quentin en Yvelines. Vous le voyez derrière moi, l'agglomération a installé un stand sur le Salon du Bourget dans l'espace Île-de-France. L'agglomération qui est venue accompagnée de 3 acteurs engagés
dans le domaine du spatial. Tout d'abord, le LATMOS, le centre de recherche de l'université Versailles-Saint-Quentin spécialisé dans l'observation spatiale, puis 2 startups, Astrolab et Constellation Technologies. Je vous propose de découvrir les travaux et leurs innovations. Regardez. Bonjour, je suis Philippe Kécut, vice-président recherche et innovation à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et je suis également chercheur au LATMOS, impliqué dans les développements de nanosatellites. Le LATMOS, c'est un laboratoire historique qui fait suite à un laboratoire créé en 1958 et qui a toujours travaillé dans le spatial. Et donc le LATMOS veut dire atmosphère, observation spatiale. Donc comme son nom l'indique, on s'intéresse à l'atmosphère terrestre et planétaire, donc des planètes du système solaire. Alors sur les formations, on voit qu'aujourd'hui, notre expertise peut être vraiment utilisée à former les étudiants et on a d'une part participé à la formation en licence professionnelle, une EL3 qui était un besoin des entreprises, et on a monté aussi un master qui s'appelle Master New Space, donc comme son nom l'indique, qui va permettre aux étudiants de travailler dans le spatial, mais aussi avec une vision un peu nouvelle de ce qui se passe aujourd'hui. Alors bonjour, je suis Louis Dechazeau, je suis assistant ingénieur électronicien au LATMOS. Alors devant moi, j'ai à gauche InspireSat 7, un nanosatellite, et à droite une fusée sonde Véronique du service d'aéronomie, donc l'ancêtre du LATMOS. Pour le moment, le LATMOS a 2 nanosatellites, le premier qui est parti le 21 janvier 2021 et le deuxième que vous avez ici, InspireSat 7, qui est parti le 15 avril. Et actuellement, le deuxième, InspireSat 7, est en cours de validation en orbite. Alors le travail d'études climatiques, il a commencé avec UVSQSat, donc le premier, en récupérant les données du bilan radiatif, donc l'étude du climat. Et les données pour InspireSat 7 sont en cours de récupération. Il faut imaginer 2 Rubik's Cube. On a nos antennes en haut et en bas pour faire la communication. Et nous avons les panneaux solaires latéraux sur tous les côtés pour alimenter notre satellite. Et vous avez les petits cadrans blancs, ce sont les capteurs qui vont récupérer nos données scientifiques. Alors ça va permettre de justement faire une cartographie du bilan radiatif sur l'ensemble de la Terre. Il y a un 3e satellite, donc UVSQSat NG, qui est prévu pour 2025 et qui va emporter à bord donc toujours les capteurs pour le bilan radiatif, mais aussi des capteurs pour l'étude des gaz à effet de serre. Ces études, elles vont servir justement à pouvoir surveiller et étudier le changement climatique en fonction du réchauffement climatique et principalement sur certaines zones ciblées. Je m'appelle Charles Delfieux, je suis président de la start-up Constellation Technologies Opérations, une start-up incubée par Saint-Quentin en Yvelines, et nous développons une constellation innovante de satellites de télécommunications pour permettre un accès à Internet haut débit faible temps de latence, là où les réseaux de télécommunications terrestres ne sont pas disponibles. À travers notre projet, nous portons 2 grandes innovations. Une première innovation qui s'appuie sur une architecture multi-orbite unique de notre constellation de satellites de télécommunications, et une deuxième orbite qui consiste à réutiliser le spectre et l'écosystème de la 5G développé pour les réseaux terrestres de télécommunications. Notre constellation s'appuie sur 2 couches de satellites, une déployée en moyenne orbite, relativement distante de la Terre, près de 8000 km, complétée par une deuxième couche satellite qui, elle, est déployée à très basse orbite, à près de 400 km. Aujourd'hui, nous avons réalisé tout un travail d'ingénierie système qui nous a permis de concevoir et d'optimiser cette constellation de satellites de télécommunications haut débit. Nous avons également développé des partenariats avec des partenaires industriels qui seront associés à notre start-up pour la réalisation de ce projet. Nous prévoyons dès la fin 2024 de pouvoir déployer des premières capacités en orbite qui nous permettront de tester des premières briques technologiques de notre projet. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir offrir aux opérateurs de télécommunications du monde entier une solution de connectivité par satellite qui va compléter les services de connectivité déjà offerts aujourd'hui à travers le réseau cellulaire ou à travers la fibre. Nous travaillons aujourd'hui sur le développement de l'ensemble des briques technologiques qui nous permettront de réaliser la démonstration de ce concept très innovant à horizon 2025-2026. Et nous prévoyons par la suite un déploiement complet de cette constellation entre 2026 et 2029, une fois de plus en partenariat avec les opérateurs de télécommunications.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Chaise, je suis le directeur technique et aussi le fondateur d'Astrolab SAS. Astrolab SAS est actuellement incubé à Paris-Saclay et au Ski Cube de Saint-Quentin en Yvelines. On est deux cofondateurs et on cherche à développer la première station spatiale complètement robotisée. Il faut que vous imaginiez un bidon, voilà, un module qui va faire 4 mètres de diamètre et à peu près 8 mètres de long pour 8 tonnes. Et à l'intérieur, des robots qui vont conduire les expériences, des bras robots, des microscopes, des échantillons qui vont d'un poste de travail à un autre dans la station. Et surtout, à l'extérieur, un système qui va permettre de ravitailler de manière automatique avec un bras robot qui va récupérer les capsules des échantillons. Et ensuite, ces capsules vont revenir sur Terre automatiquement pour ramener aux scientifiques les échantillons qui auraient été créés dans l'espace. On va pouvoir créer des organes complètement artificiels, vascularisés, chose qu'on ne sait pas faire au sol. L'expression, même au niveau génétique des cellules, est différente. Donc là, il y a des grands espoirs pour la création de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies. Les chercheurs auront en permanence accès à leurs expériences. Ils pourront voir en direct ce qui se passe sous le microscope. Ils pourront aussi, on espère à terme, manipuler en direct chacune des expériences. On va avoir un premier prototype au sol fin 2024. On veut faire voler ensuite en 2025, ce qu'on appelle le mini-lab, une mini-station. En 2027, on pourra commencer à ravitailler et une première station, et je dis une première station parce qu'on va en faire plusieurs en 2029. Et à terme, avoir tous les ans une station qu'on lance. On cherche à faire une levée globale de plus d'1 million, quasiment 1,5 million, avec des investissements privés à hauteur d'1,5 million. Les futurs clients, pour nous, c'est avant tout les instituts de recherche et aussi, évidemment, sur le marché commercial, les grandes entreprises biotech et pharma, pour qu'elles développent les futurs médicaments qu'on ne peut pas développer aujourd'hui au sol. L'émission spéciale Sky Eco au Salon du Bourget se poursuit, direction Airbus Defence and Space à Elancourt. Plusieurs collaborateurs de ce site sont spécialisés dans la conception et la production de satellites envoyés ensuite dans l'espace, une activité qui est actuellement en pleine évolution avec la stratégie Next Space engagée par Airbus Defence and Space. Avant de découvrir les coulisses de fabrication de cartes électroniques intégrées dans les satellites, rencontre et présentation de cette activité avec Jean-Luc Maury, vice-président responsable de l'électronique spatiale chez Airbus Defence and Space à Elancourt. Jean-Luc Maury, je suis en charge des activités space électronique au sein d'Airbus dans notre établissement d'Elancourt. Les activités que l'on mène ici concernent le développement de l'ensemble des équipements électroniques qui sont ensuite embarqués sur nos différents engins spatiaux. On a à côté de ce marché-là des marchés qui sont plus orientés commerciaux, dans lesquels on sait offrir des solutions moins onéreuses. À travers une baisse de nos coûts, on est en mesure aujourd'hui de pouvoir accompagner un certain nombre d'initiatives à travers les technologies qu'on maîtrise, à travers l'utilisation de ces nouveaux composants, de nouveaux assemblages. Cela nous permet de pouvoir offrir à nos clients des coûts qui leur permettent, eux, de financer des missions qui n'étaient pas finançables avant. On a besoin d'abord d'une organisation projet, donc avec des chefs de projet, avec des contrôleurs financiers, des contrôleurs planning. On a ensuite besoin d'ingénieurs pour designer ces équipements, donc pour les concevoir. On a ensuite besoin d'ingénieurs pour les tester, puisqu'il faut qu'on vérifie les performances par rapport à ça. Et puis bien évidemment, on a besoin de les fabriquer, et pour cela, on dispose de l'ensemble des métiers de fabrication. Je m'appelle Adrien Prévé, je travaille donc à Airbus Defence and Space, ici en salle blanche. Je suis ingénieur de production, ingénieur méthode production. Ici, on fabrique des cartes électroniques qui sont intégrées ensuite dans les satellites pour Airbus Defence and Space. Mon travail consiste à mettre en place des nouveaux produits, l'industrialisation de ces nouveaux produits notamment, et également faire du suivi de prod global pour nos projets récurrents. On ne produit plus des satellites qui coûtent des millions d'euros et en industrialisation et même en bureau d'études. Le Next Space, c'est trouver une nouvelle philosophie de production. C'est produire avec déjà des composants grand public, donc on n'est plus sur des composants spécifiques au spatial, et c'est produire avec des nouvelles règles d'industrialisation qui sont beaucoup plus optimisées.
Depuis une cinquantaine d'années, on a l'habitude d'envoyer des satellites 2 par 2, donc des très gros satellites qui coûtent extrêmement cher. Maintenant, la nouvelle mode, on va dire, c'est les constellations, c'est envoyer en fait des grappes de satellites, donc on peut en mettre 30, 40 par fusée. C'est des tout petits satellites. Pour un ordre de grandeur, un satellite classique, un satellite on va dire standard, c'est de la taille d'une camionnette. Un satellite constellation, on va plus se retrouver aux alentours d'une taille d'une machine à laver. Notre carte électronique, elle arrive chez nous complètement vierge. Donc il faut s'imaginer comme une feuille qui contient une vingtaine de couches à peu près. On peut osciller entre 10 et 30 couches qu'on va positionner donc ici sur le convoyeur d'entrée. Cette carte, elle va passer ensuite dans cette machine qui va nous permettre de déposer la crème abrasée sur le PCB. Donc la crème abrasée, globalement, c'est des petites doses d'alliage qui vont permettre ensuite de pouvoir solidariser les composants sur le PCB, sur la carte électronique. Ici, vous êtes sur la machine de contrôle. Cette machine, elle va contrôler ce qu'on a fait auparavant en sérigraphie. On va vérifier globalement que la dépose est conforme à nos attentes et à nos critères. Donc cette machine, globalement, c'est une machine qui va prendre des photos en 2D et en 3D de la carte et qui va analyser les dépôts sur toute la carte. On passe un peu sur la plus grosse machine de la ligne et celle qui va vraiment poser les composants sur la carte électronique. Donc vous avez la chance de pouvoir l'avoir en action actuellement. Et en plus, vous avez la chance d'avoir une carte NextSpace sous les yeux. Donc cette carte, c'est une carte du projet OneSat par exemple. Vous voyez qu'on a quand même une cadence assez importante. Là, on a une cadence d'à peu près 7600 composants à l'heure. Cette carte là qui possède à peu près 3000 composants, en un quart d'heure, elle est finie. On peut observer là du coup la sérigraphie qu'on a fait sur la première machine et aussi les composants qui ont été déposés par la machine précédemment. Il faut veiller à ne pas toucher cette carte actuellement parce que les composants ils sont juste posés en fait. Il faut se dire que la crème abrasée actuellement c'est comme une sorte de dentifrice. Donc les composants ils sont juste posés sur du dentifrice. Il faut bien vous dire que là on retourne la carte, tous les composants tombent. Pour justement solidariser tous les composants qu'on aura posés sur la carte électronique sur cette carte, on va utiliser cette machine. Donc cette machine, c'est ce qui s'appelle un four Ibel, un four à refusion. Le principe de fonctionnement, il est assez simple. On a un fluide à l'arrière de la machine qui est en ébullition constante et ces vapeurs montent à peu près 240 degrés. Notre carte, elle va rentrer dans ce four, elle va aller au fond du four, donc c'est le fond de la cuve qu'on voit derrière. Et la carte, elle va faire des va-et-vient, enfin des hauts et des bas plutôt, pour braser correctement les composants sur toute sa face. Là, il faut vous dire que la carte, elle est quasi terminée. Elle est même terminée parce que cette machine ne va pas apporter de réelle valeur ajoutée à la carte, elle va contrôler tout ce qu'on a déposé sur la carte. Ce qui est essentiel et même indispensable en vue des critères qualité qu'on se doit de respecter. À la fin de la ligne auto, les éventuelles non-conformités qu'on aurait pu observer sont corrigées immédiatement après par un opérateur manuel. Une fois que notre équipement il est contrôlé, vérifié, testé, on peut l'envoyer vers nos clients, que ce soit interne, Toulouse, ou on a également des clients externes. Nos satellites, on les garantit entre 15 et 17 ans dans l'espace. Et contrairement à votre voiture, par exemple, si vous avez une panne, il est impossible de le réparer. Entre le moment où la carte est lancée et le moment où elle va être intégrée dans le satellite, il se passe environ 9 mois, 9 à 12 mois. Et ensuite, par contre, on va attendre 1 ou 2 ans jusqu'au lancement réel du satellite intégré dans la fusée. Et je vous propose de rester sur le site d'Airbus Defence and Space d'Elancourt pour parler de défense. Actuellement, une équipe d'ingénieurs travaille sur le MDCC Multi-Domain Combat Cloud, un système de connexion entre différents outils et véhicules de l'armée. Par exemple, l'A330 MRTT, l'avion de transport et de ravitaillement de l'armée de l'air. Le remote carrier, appelé aussi drone d'appui, destiné à accompagner un avion de combat. Ou encore l'Eurodrone, un drone d'observation qui sera capable aussi de porter des armements. Il est actuellement en cours de développement au sein du groupe Airbus. Nous avons rencontré Gilles Bertrand, le responsable du programme MDCC sur le site d'Airbus Defence and Space à Elancourt. Sur le site d'Airbus Defence and Space d'Elancourt, une équipe d'ingénieurs travaille sur le système de combat aérien du futur, le projet européen SCAF. Ça comprend plusieurs activités, notamment la création d'un avion de combat, de drones de nouvelle génération ou encore un système d'information nouveau baptisé Multi-Domain Combat Cloud. Et pour en parler, nous sommes avec le responsable de ce programme MDCC en France, Gilles Bertrand. Bonjour. Bonjour Nicolas et bienvenue à Elancourt. Merci de nous accueillir ici. Alors justement, qu'est-ce qui se passe ici autour de ce projet MDCC, le cloud du futur militaire, c'est ça hein? Exactement. Donc là, vous êtes sur le site d'Elancourt, vous avez environ 2000 personnes et c'est un centre d'excellence des métiers du numérique.
Ça veut dire qu'au niveau des ingénieurs, vous avez des personnes qui travaillent sur les données, vous avez des personnes qui travaillent sur les communications sécurisées, d'autres sur la cyberprotection. On va dire, sur le site, on a environ 80% de la population de salariés qui est ingénieur. Voilà. C'est ça Elancourt. Et Elancourt, c'est également, je dirais, un point pour nous important qui anime un écosystème avec des partenariats industriels, des grands groupes, des PME, des startups, y compris donc des entreprises de la région, et des partenariats académiques avec donc des écoles, des formations, la communauté de Saint-Quentin, les STACA. Voilà. Dernier message, Nicolas, on recrute. Donc, si vous voulez vraiment savoir de l'intérieur de la machine ce qu'on fait, venez nombreux, il y a plein d'offres en ligne. On vous attend. Et notamment participer donc à la conception de ce MDCC, Multi-Domain Combat Cloud. Qu'est-ce que vous êtes en train de développer par rapport à cela? Alors, MDCC, c'est vrai, ça mérite un petit peu d'explication. Donc, sur le multidomaine, deux premières lettres, multidomaine en français, c'est multimilieu. Donc ça, les milieux, tout le monde comprend, ce sont les milieux physiques dans lesquels se déplacent les objets sur l'espace de bataille. Donc le milieu terrestre, le milieu aérien, le milieu maritime, le milieu spatial et le milieu cyber, qui est érigé en milieu. Donc ça vous fait 5 milieux. Et on englobe aussi les champs immatériels. Je citerai notamment le champ informationnel, dont on voit en Ukraine l'importance de la manœuvre. Ça, c'est pour la définition vraiment du multidomaine ou du multimilieu. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'arriver à combiner les effets sur l'espace de bataille depuis un milieu vers un autre. C'est-à-dire, c'est la mise en réseau de tous les capteurs qui remontent de l'information et en descendant des effecteurs, c'est-à-dire ceux qui produisent des effets sur le terrain. Voilà. Je vais prendre un exemple. Ça veut dire, pour avoir une approche multidomaine, qu'un capteur embarqué par un avion de chasse peut détecter une cible terrestre et que la cible va être engagée par un missile tiré à partir d'une frégate. Voilà. C'est ça, c'est le combat collaboratif. Vous créez quoi, en fait? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est immatériel? Parce que c'est de l'informatique, du numérique, finalement? Alors, au niveau des technologies, puisqu'ils vont me poser la question, vous allez retrouver de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle sur plusieurs comment dirais-je, segments. C'est le traitement de la donnée avec l'aide à la décision, c'est également dans le domaine de la communication avec ce qu'on appelle l'orchestration dynamique des réseaux. Alors vous allez me dire, oulala, c'est compliqué. Non, en fait, c'est simplement changer d'un émetteur à un autre, soit un réseau au sol avec un satellite, etc. etc. C'est ça, c'est permettre des communications, je dirais, dynamiques. C'est exactement ce que fait votre smartphone quand il passe en permanence de Bluetooth à du Wi-Fi, à des réseaux cellulaires. Mais aujourd'hui, c'est encore très peu présent sur l'espace de bataille. Donc vous avez un sujet sur les communications. Donc les communications, c'est aussi les nouvelles technologies qui permettent d'augmenter les débits, notamment les liaisons optiques, les liaisons laser. Là, vous avez un gain assez important. Ou la 5G. Comment on prend en compte la 5G dans les opérations militaires. Voilà, c'est un sujet. Autrement, vous avez toujours sur le plan des technologies, et j'ai cité le cyber tout à l'heure, le quantique qui vraiment est une technologie qu'il faut aujourd'hui maîtriser, notamment pour les clés de chiffrement. Et puis finalement, et c'est là qu'on arrive au cloud, le cloud computing. Donc le cloud computing, tout le monde l'a vu entrer dans nos foyers, ça veut dire de la puissance de calcul, ça veut dire des bases de données, celles à partir desquelles on peut faire travailler les algorithmes d'intelligence artificielle. Et je dirais que tout ça marche si vous travaillez sur les architectures de services. Alors ça aussi, laissez-moi un petit peu expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'une architecture? Eh bien, si vous voyez une image d'un espace de bataille, vous allez avoir un chasseur, un ravitailleur, un avion de patrouille maritime, un satellite, un centre de commandement, un drone, un missile. Tout ça, on va les modéliser. Ça va devenir des nœuds d'un réseau. Et donc l'architecture, c'est l'étude fonctionnelle qui va dire mais qui parle avec qui? Quelle est la fonction de ce nœud-là? Et comment on organise les choses? Voilà. Et ça, c'est très important, parce qu'à la fin, vous allez pouvoir mettre en place des services. Et donc un service, c'est quelque chose que vous appelez, qui arrive vers vous avec une application exactement comme sur votre smartphone. Exactement. Une question simple, parce que vous êtes en train de parler, et on le voit un peu derrière nous avec cette image de connexion entre les différents appareils, les différents outils militaires. Est-ce qu'on pourrait imaginer, question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un Rafale engage un tir de missile qui peut être piloté au sol par
l'armée de terre finalement, un militaire de l'armée de terre. Alors, je ne vais pas m'engager sur qui va... Parce que je... Non, mais pour prendre une image. Voilà, exactement. Donc, mais oui, c'est bien l'idée. C'est bien l'idée. Aujourd'hui, les technologies permettent, par exemple, d'avoir un avion qui tire, pour reprendre votre expression, tandis qu'un autre va poursuivre le guidage. Et cet autre, demain, si c'est autre chose qu'un avion, technologiquement, c'est sur ça qu'on travaille. Vous avez complètement raison. Vous en avez parlé, c'est la cybersécurité, c'est essentiel quand on a autant d'outils et en plus d'outils critiques, parce qu'on on parle de l'armée, de militaires. Je suppose que la cybersécurité est au cœur du développement du MDCC. C'est fondamental, c'est fondamental. Donc là, je dirais le premier point, et c'est vraiment un de nos métiers cœur que l'on fait avec, je dirais, c'est un secteur d'excellence d'Elancourt, c'est la sécurisation des réseaux. Donc ça se fait d'abord en conception, voilà, ce qu'on appelle le by design, c'est-à-dire qu'on va à l'avance repérer les failles que l'adversaire pourra je dirais, exploiter. Ensuite, ça se fait avec des outils qui permettent une surveillance du réseau, une analyse des attaques, une proposition d'options de remédiation des attaques. Ça, c'est la partie, je dirais, réseau classique, qui est vraiment très bien maîtrisée ici. Ensuite, si on est sur un domaine de réseau MDCC défense, on va avoir une autre problématique qui va être celle de la segmentation des réseaux en termes de niveau de confidentialité. Voilà, parce que vous allez avoir des informations qui vont être source ouverte, d'autres qui vont être diffusion restreinte, certaines seront secret défense, certaines seront nationales, d'autres arriveront de coalition ou de l'OTAN. Et donc, on est obligé de développer des passerelles qui sont des filtres intelligents, des ponts qui permettent de maîtriser ça. Et puis je dirais, pour aller vers l'avenir, pour aller vraiment vers le numérique, là j'ai parlé un petit peu des systèmes d'information ou des tuyaux. On travaille directement sur la donnée. Déjà, est-ce que c'est une donnée de confiance? Voilà. Est-ce que c'est une fake news, etc. Donc là, on développe des outils. Justement, c'est le domaine de la lutte informationnelle dont j'ai parlé à un moment donné. Dans le contexte de l'Ukraine. Ça fait partie du sujet. Une fois qu'on a une donnée de confiance, il s'agit de la marquer, de la chiffrer, d'être capable également de voir qui a besoin d'en connaître et de le faire si on peut au niveau de la donnée. Parce que ce qu'il faut comprendre, l'énorme avantage, c'est que si vous arrivez à faire ça, vous êtes beaucoup plus libre vis-à-vis des canaux, vis-à-vis des tuyaux. Voilà. Et c'est un sacré challenge et on travaille dessus. Un challenge en cours de développement. Alors, quelles sont les prochaines étapes à l'heure actuelle? Alors, premier point, ça a déjà commencé. Donc, je dirais l'étape, c'est celle qu'on vit. On a déjà des modules d'intelligence artificielle qui font de la reconnaissance, par exemple, d'images ou de la voix. On travaille sur de l'intelligence qui fait du drone en essaim. Si vous voyez, il y a certaines images qui sont maintenant assez frappantes. Donc c'est une réalité. Deuxième point, je dirais qu'à l'horizon 2025, donc c'est demain, pour Airbus, c'est demain, on travaille sur cette architecture de service pour avoir la plus grande compatibilité. Voilà. C'est très important parce que ça commande également des affaires de connexion et je dirais d'interopérabilité. C'est exactement comme votre montre, votre téléphone et votre tablette. Ça marche bien quand c'est la même architecture. Sinon, ce n'est pas les mêmes services. Voilà, c'est exactement ça. Donc on travaille sur cette architecture de service à l'horizon 2025. En 2030, donc on va encore faire un effort sur le combat collaboratif dont je vous parlais. Donc, typiquement, c'est le largage de drones depuis la 400M. C'est l'Eurofighter avec un drone à côté multiplicateur de force. Et donc cette combinaison de moyens habités et non habités. Voilà. Et puis 2040, vous l'avez cité au début, c'est donc le SCAF avec un nouvel avion de combat. Mais je ne voudrais pas rester sur cette idée d'étape. En fait, c'est un processus continu. C'est un processus continu, tout simplement parce qu'on accompagne la transformation digitale des armées. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Bertrand. Merci Nicolas. Merci pour ces explications et je rappelle que vous êtes le responsable du programme MDCC en France pour Airbus Defence and Space. Et l'avion de combat qui équipe actuellement l'armée de l'air française, eh bien, c'est le Rafale, bien évidemment, développé par le groupe Dassault Aviation, mais avec de nombreux partenaires. Parmi ces partenaires, il y a le groupe Thales et notamment le site d'Elancourt qui participe au développement
de ce système de détection juste au-dessus du nez du Rafale, mais aussi de ce système encore pour de la détection, le système Thalios. Et nous avons rencontré Michel Blancard qui travaille sur le site d'Elancourt et qui développe ces deux systèmes. Regardez. Le groupe Thales est un groupe important spécialisé dans la défense et il est situé sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et avec moi, Michel Blancard, bonjour. Bonjour. Responsable des lignes optroniques sur le site d'Elancourt au sein du groupe Thales. Oui. Alors, c'est quoi l'optronique tout simplement? Alors, l'optronique en deux mots, c'est l'association de l'optique et de l'électronique. Donc, on va avoir des capteurs comme de la photographie et on va avoir des traitements qui vont permettre d'améliorer les rendus et d'avoir des fonctions complémentaires. Et alors, vous vous occupez de l'optronique de l'avion de combat de l'armée de l'air française, le Rafale. Oui. Alors, le Rafale, entre autres, d'autres avions également. Mais oui, donc nous avons des produits phares sur le secteur. Le pod de désignation laser Thalios ou l'OSF IRST qui équipe tous les deux le Rafale. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire justement ces deux produits? Alors oui, je peux essayer de vous décrire rapidement. Donc le pod de désignation laser, ça va être un pod qui va permettre de faire de l'imagerie, donc fournir du renseignement image aux pilotes, également de la désignation de cibles et de l'identification. Donc en fait, c'est les yeux du pilote et ils vont porter plus loin pour lui permettre de réaliser ses missions au-delà des portées habituelles. Et sur l'OSF IRST, on est plutôt sur la notion de radar. Donc en fait, c'est un radar optronique. On va scruter l'espace en face de l'avion, détecter les menaces et lui permettre de les identifier visuellement par une image. Alors, Thales est historiquement situé sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines et plus précisément à Elancourt. C'est 2000 personnes au quotidien qui travaillent dans les locaux? Sur la partie optronique, oui, c'est un peu plus de 2000 personnes, oui. Et 1000 personnes qui sont consacrées à ces deux produits-là Alors, à la ligne de produits en général, mais oui, si on englobe, puisqu'en fait, la particularité du site, c'est que l'on couvre la totalité du cycle. On développe les produits, on fabrique les produits, on fait le soutien de ces produits, et on gère les programmes sur la durée totale. Donc effectivement, on est capable d'adresser depuis la phase de conception jusqu'à la phase de soutien. Concrètement, c'est quoi l'activité de ces personnes qui développent ces produits? Alors, on a une population essentiellement d'ingénieurs. Après, on va avoir différents métiers, électroniques bien entendu, puisque vous imaginez bien qu'il y a énormément d'électronique sur ce type de produit. Informatique, puisqu'on a des algorithmes qui tournent et des logiciels qui tournent dedans. Tout ce qui est bureau d'études mécaniques, puisqu'on va être fixé sous un avion d'armes, donc avec des contraintes mécaniques importantes. Optique, bien entendu, puisque le métier de l'optronique allie l'optique. J'en oublie sûrement et je m'en excuse déjà auprès de ces gens-là. Et effectivement, donc c'est une population assez large, dans des métiers qui vont être la phase de conception, donc partir d'études jusqu'à la réalisation de prototypes, leur certification pour pouvoir voler sous les avions de nos clients, la fabrication, puisqu'une fois que le produit est défini et qualifié, il va être vendu. Donc là, on va produire ces équipements en série pour les forces, et le soutien. Donc en cas de panne, de pouvoir assurer le soutien de nos équipements. Et c'est de l'ingénierie de précision, parce que là, on parle vraiment de militaires, de défense, et forcément... il faut que ce soit certifié par les différents corps d'armée et vos différents clients. Alors, on a une exigence de rigueur, bien entendu, effectivement, puisqu'on fait des produits de haute technologie. Et on a un mélange de technologies, de la mécanique, de l'électronique. Donc oui, il y a un domaine global à appréhender. À titre d'exemple, sur 2023, on cherche à recruter plus de 400 personnes, juste sur le site d'Elancourt. Donc ça vous donne une idée de la croissance et de la dynamique du secteur. Quel type de poste ? Alors tout poste, partie technique, mécanique, électronique, gestion de programme, vraiment toute la partie que je vous ai décrite,
peut-être un peu plus sur la partie développement, effectivement, avec des ingénieurs diplômés plutôt électronique, informatique, optique, mécanique. Et si ces activités vous intéressent, n'hésitez pas à aller chercher plus d'informations et peut-être à postuler sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Michel Blancard. Merci, je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le responsable de la ligne de production optronique au sein du groupe Thales à Elanco. Merci. C'est la fin de ce numéro spécial du SkyEco au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Merci de l'avoir suivi. Une émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.